La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un de ces sujets qui paraissent tout de suite extrêmement compliqués. On a l'impression d'être face à un puzzle immense avec bien trop de pièces pour savoir par où commencer. Et pourtant, ce conflit, qui ravage la région depuis 30 ans, a des liens bien plus directs avec notre quotidien qu'on ne pourrait le penser. Cette phrase, elle est dure, elle est directe. Elle vient du président congolais Félix Tshisekedi. Et elle établit un lien très dérangeant, entre nos vies de tous les jours et une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres. Parce que oui, le coltan, ce minerai qui est essentiel au fonctionnement de nos smartphones, de nos ordinateurs, eh bien il est au cœur même de cette guerre. Un rappel assez brutal que cette histoire n'est finalement pas si lointaine. C'est la grande question. 30 ans, c'est une génération entière. Alors pour y répondre, on va faire comme avec un puzzle, on va assembler les 4 pièces principales. Si on arrive à comprendre comment elles s'emboîtent les unes dans les autres, on aura une vision beaucoup plus claire de la situation. C'est parti. Bon, pour commencer, il faut revenir en arrière. Tout part d'une tragédie immense qui ne va pas rester confinée à ses frontières et qui va littéralement mettre le feu aux poudres chez son grand voisin, le Congo. On est en 1994. Le génocide des Tutsis au Rwanda vient de se terminer. Pour fuir, près d'1,5 million de Hutus-Rwandais traversent la frontière et se réfugient dans l'est du Congo, qui à l'époque s'appelait encore le Zaïre. Le problème, c'est que dans cette foule de réfugiés se cachent aussi des responsables du génocide. Pour les pourchasser, le nouveau pouvoir rwandais intervient militairement au Congo en 1996. C'est le début de la Première Guerre. Et à peine 2 ans plus tard, une deuxième guerre éclate, encore plus grande, impliquant jusqu'à 9 pays africains. L'étincelle rwandaise a embrasé toute la région des Grands Lacs. Maintenant, une question se pose. Si le génocide a été l'étincelle, qu'est-ce qui a bien pu alimenter cet incendie pendant 3 décennies ? Eh bien, la réponse se trouve sous terre. La richesse minière incroyable de la région est devenue le carburant de la guerre. On entend souvent parler des minerais du sang ou minerais de conflit. C'est un concept vraiment essentiel à comprendre ici. Le sous-sol de l'Est de la RDC est une sorte de trésor géologique. Il y a de l'or, du cobalt et bien sûr ce fameux coltan. Les sources sont claires là-dessus. L'exploitation de ces ressources est devenue un des moteurs principaux de la guerre. Attention, ce n'est pas la cause unique, mais c'est un facteur aggravant majeur. Ça a transformé un conflit qui était au départ politique et sécuritaire en une véritable économie de guerre. Et voilà comment ça marche. C'est un cercle vicieux presque parfait dans son horreur. D'abord, des groupes armés prennent le contrôle des mines par la force. Ensuite, ils sortent les minerais du pays en contrebande. L'argent de ce trafic sert à acheter des armes, des munitions, ce qui leur permet ensuite de sécuriser leur contrôle sur les mines et de conquérir plus de territoire. La guerre se finance toute seule, elle devient une sorte de business. Comme le disait un rapport de l'ONU, dans ce système, tout le monde est gagnant, sauf le peuple congolais. Passons à la 3e pièce du puzzle. Ce conflit n'est pas qu'une affaire interne au Congo, loin de là. L'incapacité de l'État congolais à contrôler son propre territoire a transformé l'est du pays en un gigantesque échiquier, où les pays voisins viennent avancer leurs propres pions. Pour se faire une idée du chaos, il suffit de regarder ce chiffre. Plus de 120. C'est le nombre de groupes armés qui opèrent dans la région. C'est juste énorme. Certains sont de vrais mouvements rebelles avec un agenda politique, d'autres ne sont que des bandes de criminels. Cette fragmentation extrême, vous l'imaginez bien, rend toute négociation de paix quasiment impossible. Alors, qui sont les acteurs principaux ? Il y a bien sûr le gouvernement congolais, mais il y a surtout les voisins, le Rwanda et l'Ouganda en tête. Officiellement, ils interviennent pour assurer leur sécurité. Mais de nombreux rapports montrent que derrière cet argument, il y a aussi de très gros intérêts économiques. Ces pays soutiennent des milices locales, le M23 par exemple, qui est appuyé par le Rwanda, pour garder un contrôle indirect sur les zones minières et étendre leur influence. Le Congo est devenu le terrain de jeu de leur rivalité. Et on en arrive à la 4e et dernière pièce maîtresse. C'est celle qui, en quelque sorte, relie toutes les autres. Car rien de tout ça, ni les minerais, ni les ingérences, ne serait possible à cette échelle si l'État congolais lui-même n'était pas si fragile. C'est sans doute le cœur du problème. Les sources parlent d'un État en déliquescence. Le pouvoir central, à Kinshasa, a très peu de contrôle sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres, à l'est. L'armée nationale, les FARDC, est souvent sous-équipée, désorganisée et incapable de protéger les civils. Pire, certaines de ces unités sont elles-mêmes impliquées dans les trafics. Si on ajoute à ça des conflits locaux très anciens pour la terre et une corruption qui ronge tout, on obtient un vide. Un vide de pouvoir qui est immédiatement rempli par les milices et les puissances étrangères. Voilà. Maintenant qu'on a posé les 4 pièces sur la table, l'étincelle historique, le carburant des minerais, les rivalités des voisins et la faillite de l'État, on commence à comprendre pourquoi, après tant d'années, la paix semble toujours hors de portée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Regardez cette liste. Lusaka, Sun City, Goma, Nairobi, Luanda. La liste des accords de paix et des tentatives de dialogue est interminable. Mais à chaque fois, ces efforts se heurtent à la même dure réalité. Les causes du conflit sont trop nombreuses, trop profondes, trop liées les unes aux autres. On a souvent traité les symptômes, comme tenter de désarmer un groupe armé, sans jamais s'attaquer aux racines du mal. On se retrouve donc face à un système tragique qui s'auto-alimente. Les vieilles haines sont réactivées par les disputes pour la terre ou le pouvoir. Ces disputes sont financées par le pillage des minerais. Les pays voisins jettent de l'huile sur le feu pour servir leurs propres intérêts, et l'État congolais, lui, est trop faible pour siffler la fin de la partie. Chaque pièce du puzzle vient consolider les autres. C'est ça, le cycle de la violence. Évidemment, le fait d'assembler ces pièces ne va pas arrêter la guerre. Mais ça nous donne une grille de lecture, un outil en fait indispensable pour décrypter l'actualité qui nous vient de cette région, pour comprendre pourquoi tel groupe attaque, pourquoi tel pays s'implique, et pourquoi c'est si diablement compliqué de construire la paix. Au final, la grande question reste posée. Est-ce que la région des Grands Lacs est condamnée à ce cycle de conflit, ou peut-elle le briser? Certains experts pensent qu'une vraie coopération économique autour de ces richesses minières pourrait transformer la source du conflit en un moteur de paix. Mais les obstacles sont gigantesques. Et de la réponse qui sera apportée à cette question dépend l'avenir de millions de personnes.